aujourd'hui, je suis avec Hervé Chassin. On s'est rencontrés lors du salon de Timeless. Vous avez fait une présentation de vos collections, de votre collection, parce que vous collectionnez des bijoux qui, moi, m'ont tout de suite interpellée. Et j'étais venue juste cette journée-là pour vous entendre, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Ce sont les broches qui représentent plein de choses, parce que là, je les ai sous les yeux et c'est à se perdre dedans, tellement il y a de la couleur, de la matière, des formes, des choses comme ça. J'aimerais, Hervé, que vous puissiez vous présenter, que vous puissiez nous dire à quel moment cette collection est rentrée dans votre vie. Oui. Ben, j'ai passé ma vie à m'occuper d'antiquités puisque j'étais commissaire-priseur à Toulouse. Et pendant 38 ans, j'ai fait des inventaires, des partages et des ventes d'objets d'art. Et j'ai fini par prendre ma retraite à Paris, à côté de Drouot. Mais pendant mes années à Toulouse, j'ai été le commissaire-priseur du Crédit municipal pendant 35 ans d'affilée. Donc j'ai découvert les bijoux, qui n'étaient pas du tout ma spécialité, je n'étais pas attiré par eux. Et puis dans les crédits municipaux, c'est tout un programme, mais il n'y a pas beaucoup de très beaux bijoux. Il faut aller à Paris pour trouver des beaux bijoux plus fréquemment qu'en province. Et je n'ai été intéressé par les bijoux que à la fin de ma carrière, où j'ai fait l'acquisition d'un bijou que j'affectionne particulièrement, qui est un chien, le chien Léo de Cartier, qui m'avait fait penser à un chien que je connaissais. Et il se trouve que dans mon enfance, mon père m'amenait très souvent à la chasse. J'ai été chasseur et je passais beaucoup de mes vacances dans la campagne. Et j'ai beaucoup apprécié la nature. Mes parents m'ont incité à ça. Mon grand-père était chercheur à l'Institut Pasteur d'Alger et ma mère a vécu dans un environnement de bocaux pleins de scorpions, de serpents et de choses comme ça. Et la nature, on la connaissait, on s'y intéressait. Et d'ailleurs, la chasse est la meilleure école pour apprendre la nature. Et je remercie mon père de m'avoir accompagné très souvent, que j'ai pu l'accompagner dans ses campagnes, dans le Lot ou en Corrèze ou en Sologne, où il avait de temps en temps des invitations. Voilà. Et je me suis intéressé aux bijoux qui représentaient des animaux. Alors vous avez dit les broches, mais il y a 90-85% qui sont des broches, parce que c'est vrai qu'un animal sur la poitrine, c'est assez joli, mais il y a aussi des pendentifs, quelques bagues, quelques bracelets en nombre réduit. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup quand même dans les bijoux de représentation d'insectes ou d'animaux, j'y ai mis le monde, les humains, j'ai quelques personnages voilà, qui ont été représentés en bijoux. Et c'est toujours intéressant parce que quelquefois, il y a des histoires derrière. Ce qui est intéressant dans la collection, c'est la diversité et l'origine, l'histoire qui peut accompagner le bijou, parce qu'il y a des histoires soit familiales, soit l'origine, le bijou a été fait à telle ou telle occasion. Donc c'est intéressant de chercher. Ce qui est assez intéressant quand j'avais suivi votre conférence, c'est que certaines fois, vous avez raison quand vous dites il y a des petites histoires qui vont dans les grandes histoires des bijoux. Parce qu'il y a des mouvements d'art. Vous nous avez parlé, on a parlé de Sterlet, on a parlé du chat malicieux de Van Cleef, du lion Léo. On a couvert une grande période de ce que
ces bijoux représentent sur la place. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que beaucoup de ces bijoux sont signés. Quand vous les avez présentés, vous les avez regroupés par maison. Donc, est-ce que ça, c'était quelque chose qui vous intéressait? Parce que vous êtes commissaire-priseur, il y a la recherche souvent d'un nom, d'un artisanat, pas d'une signature, mais soit d'une date, soit de l'excellence aussi. Parce que si le bijou est signé, en principe, la qualité du travail, la créativité et la qualité des pierres, quand il y a des pierres, c'est au top. Donc j'ai essayé de mettre des limites à ma collection, parce que sinon ça part dans tous les sens. Je collectionne les bijoux animaliers, avec quelques êtres humains qui sont glissés, mais ça passe, et signés des grandes maisons parisiennes. Voilà, je me suis arrêté là. C'est ça. Vous avez cadré j'ai mis des limites parce que d'abord, financièrement, on est obligé de faire attention, plus qu'attention. Et c'était un cadre qui me convenait et je me suis dit, voilà, je vais faire un répertoire des bijoux animaliers faits à partir de la fin du 19e, mais en réalité, c'est plus récent. Les signatures, la mode des animaux est plus récente, dans sa diversité en tous les cas. Donc je me suis mis à un cadre un peu étroit pour pas... Je suis en fin de carrière, j'ai plus beaucoup de temps pour faire cet ouvrage que j'aimerais faire, donc j'ai mis quand même des limites raisonnables pour peut-être arriver. Je comprends que vous voulez faire un livre, mais ce que je sais déjà, c'est que vous avez un site sur lequel vous mettez vos objets. Alors c'est exact, il y a un site, et d'ailleurs j'ai deux collections, j'ai celle que vous avez dans la vitrine, et j'ai autant de plaisir avec l'autre qui est plus complète, qui comprend ce que j'ai dans la vitrine, mais aussi beaucoup de bijoux animaliers qui passent en vente à Drouot, que les confrères ont l'amabilité de me confier pour que je les photographie, que je les analyse, que je fasse des fiches précises, que je prenne des photos des poinçons pour comprendre, pour essayer il faut dire qu'il n'y a pas d'ouvrage là-dessus. Il y a quelques ouvrages Cartier en particulier où il y a quelques animaux, mais personne n'a cherché à faire le répertoire de ce qui a été fait, disons, depuis les années 60, 50, 60, qui est un peu le début de ces séries dans les grandes maisons qui fabriquaient donc des bijoux en série. C'était cette limite-là. Et il faut savoir que Van Cleef a ouvert ce qui a été appelé la boutique en 1954. C'est d'ailleurs l'apparition des premiers catalogues systématiques en fin d'année. Et sur ce catalogue de 54, qui est le premier de la boutique, vous avez 32 bijoux, dont 3 animaliers. Et le fait de trouver ces catalogues permet de dater les bijoux, et c'est une indication qu'on a beaucoup de mal à avoir. Là, c'est une autre question, un autre débat, mais les grandes maisons ont pris certaines directions de silence, de secret, Alors on peut dire que c'est parce qu'ils ont peur des contrefaçons, mais c'est pas tout à fait ça. Je sais que la plupart des grandes maisons ont un service de vintage, comme ils disent, de bijoux anciens. Ils n'en font pas la promotion, mais ils s'y intéressent et ils ont aussi leur patrimoine, leur musée privé, enfin, et je comprends, mais ils ne donnent pas d'informations ou alors à des prix rédhibitoires pour le petit collectionneur que je suis. Voilà. Oui, ça c'est leur grande politique, enfin voilà, c'est les grands groupes, ils sont comme ça.
Moi, ce que j'aime aussi savoir, c'est dans votre... Donc j'ai vu que vous aviez votre première pièce, mais que la collection, elle est vraiment... elle est belle, elle est assez large. Et puis en même temps, on apprend beaucoup de choses parce que vous... Il y a des choses que vous nous avez dites on va aller dans ce sens-là, c'est que dans la reproduction des oiseaux, vous m'avez appris énormément de choses. Normalement, j'avais vu l'exposition Van Cleef sur les collections Sterlet. Et il y avait beaucoup d'oiseaux, ces oiseaux du paradis. Mais vous nous avez appris d'autres choses. Parce que comme vous avez une collection d'oiseaux qui est, entre guillemets, plus riche, elle comporte beaucoup de choses, je voudrais que vous me redisiez En réalité, oui, en réalité, chaque marque a une manière de représenter les bijoux animaliers, du moins dans la période dans- qui me concerne. Et vous avez, par exemple, chez Van Cleef, un côté un peu cartoon. Il y a de l'humour, il y a un petit clin d'œil, les personnages sont amusants. En revanche, chez Hermès, vous avez des animaux, des oiseaux qui sont très proches de la réalité, mais vraiment, ils ont tous les détails qu'il faut pour qu'on reconnaisse le type d'oiseau. C'est très réaliste, c'est fait d'une finesse, avec une finesse de travail extraordinaire, grâce probablement à l'atelier qui est à l'origine de beaucoup de ces animaux, qui était l'atelier de Georges L'Enfant, qui a fait beaucoup de choses pour toutes les grandes marques, mais les Hermès en particulier. Et chacun a sa personnalité. Fred, il y a des choses très amusantes, il y a une grande fantaisie, il y a de la couleur. Boucheron aussi, chaque marque a eu son style. Sterlet, c'est sûr que Sterlet, les oiseaux, ils sont tous extraordinaires, ils ont tous une allure curieuse. C'est là où on reconnaît la créativité d'une marque. C'est tous ces détails. Vous aviez dit une chose, c'est que plus les plumes étaient travaillées, plus elles étaient grandes, plus dans le style, on pouvait se retrouver avec des oiseaux qui n'étaient pas forcément des oiseaux reconnaissables, et ni des oiseaux qui étaient des oiseaux, par exemple, de nuit, parce que vous aviez, dans la nuit, les oiseaux devaient être silencieux. Et vous aviez dit cette anecdote-là, et je l'ai trouvée très belle, parce qu'en même temps, ça mettait, vous avez rapproché le graphisme, et c'est vrai que quand je vois certaines broches, certains bijoux, il y a un détail, une préciosité, une précision dans les détails de tout, et d'un autre côté, on voit bien l'exubérance des couleurs, l'exubérance des plumes, des matières. Il y a un peu d'émail, il y a des pierres de couleur, il y a des lignes de diamants, il y a un corps qui n'en finit pas. Mais est-ce que c'est un oiseau qui existe? Non, alors il y a des oiseaux qui ne peuvent pas exister parce que quand on connaît l'aérodynamisme, quand on connaît les oiseaux, il y en a certains, on se dit ils ne peuvent pas voler, c'est pas possible, ils n'ont pas les ailes qui ont la même taille, ils tournent en rond, ils doivent tourner en rond et faire que ça. Non, mais là, par exemple, ici, vous avez un hibou qui a des grandes plumes au derrière. C'est des plumes de pie, c'est des plumes qui ne sont pas faites pour un oiseau de proie nocturne qui doit avancer, voler sans faire de bruit. Or, les grandes plumes droites claquent quand un oiseau décolle ou vole. Il fait du bruit. Or, les oiseaux de nuit ne peuvent pas. Ils chassent à vue et ils sont obligés de fondre sur leur proie sans les effrayer avant d'arriver. C'est ça. Et c'était extrêmement intéressant que vous puissiez nous remettre dans le contexte du graphisme et de la réalité de la nature. Parce que, bon, quand on ne le voit pas toujours, mais ces animaux sont beaux, mais n'ont pas
n'ont pas toujours d'équivalence. Et c'est vrai que quand vous nous avez montré les animaux de Van Cleef, les autres animaux faits par d'autres marques, ou la panthère de chez Cartier ou d'autres animaux aussi, on arrive à percevoir après, grâce à vous, grâce à votre œil, que il y a des petits traits d'humour, il y a des avec ce chat malicieux, et puis il y a une reproduction de chats ne sont pas identiques tout le temps. Ils ont des petites différences que vous avez su nous montrer. Oui, mais généralement c'est le même atelier de joaillier qui a fabriqué les bijoux, qui sous-traitait donc pour les grandes marques qui ne faisaient que pour ces bijoux-là qui étaient en série, que la vente. Ils sous-traitaient la plupart du temps, c'est des ateliers anonymes dont personne ne parle. Et grâce à Dieu, cette spécialité est intéressante parce que grâce à la réglementation française qui est très stricte en ce qui concerne le titre du métal, la surveillance des joailliers qui ne peuvent pas faire n'importe quoi, il y a des poinçons et ces poinçons, c'est une garantie pour les collectionneurs que le bijou n'est pas une copie, que le bijou a bien été fait à telle époque et qu'il est en or 18 carats parce que jusqu'en 92, je crois, l'or en France ne pouvait pas être au-dessous de 18 carats, alors qu'il y a des pays comme les États-Unis ou d'autres pays même européens qui utilisaient du 14 ou du 9 carats. En France, les services de la garantie cassaient les objets en 9 carats. Et malheureusement, il y a des objets russes qui étaient à ce titre-là, qui ont été cassés par la garantie parce que ça ne leur convenait pas, ils avaient des règles, on ne vend pas des la bijoux. La réglementation chez nous, elle est stricte. Hein, Oui, oui. Je suis tombée dedans là dernièrement. Et c'est alors après vous avez des personnes, donc vous avez le style animalier qui tourne autour des lions, des canards, les chats, les oiseaux, c'est assez fort. Il y a aussi quelques pièces que j'ai trouvées très belles. Ce sont ces personnages comme ça qui sont assez proches des danseuses de chez Van Cleef, mais elles sont belles parce qu'on sent qu'il y a autre chose, il y a un autre design derrière. Oui, 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 je vois ce que vous regardez. Oui. Alors, elle s'appelle la Madelon, mais c'est toute une histoire. Et bon, sur mon site, quand vous y allez, j'ai même enregistré la chanson qui est à l'origine de cette broche. Okay. Mais c'est toute une histoire, c'est un peu long. En 1913, un chansonnier a inventé une chanson charmante, un peu niaise parce qu'à notre époque, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas la même chose. Et cette chanson a eu un succès relatif, mais pas particulièrement. Sauf qu'un an après, c'était la guerre de 14, et les poilus dans les tranchées, qui s'embêtaient, qui fabriquaient des objets, des bouts d'obus, qui attendaient que le temps passe et qui n'avaient pas beaucoup de choses à faire, ont chanté beaucoup cette chanson qui a été répandue dans toute l'Europe. Et il se trouve que le 14 juillet 1939, ça y est, c'est l'âge. Non, non, c'est pas l'âge, c'est aussi c'est l'âge. Romy Schneider, non. Ah, La chanteuse. de l'époque. Oui, allemande. Marlène Dietrich, voilà. Marlène Dietrich. Dietrich, voilà, a été sollicitée pour chanter la Madelon sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Et un joaillier attentif s'est dit, tiens, c'est drôle, cette chanson, c'est amusant, on va faire une broche qui représentera la Madelon.
Alors, c'est curieux parce qu'il a fabriqué une femme soldat, parce qu'elle a un fusil. Elle a une jupe. Oui, elle a une jupe, elle a un tonneau sur le ventre. Oui. Alors ça, le tonneau sur le ventre, c'était les cantinières qui avaient ça autrefois. Au 19e siècle, il y avait des femmes qui servaient d'ailleurs pour les repas D'accord. à alimenter les armées, mais en cas de coup de feu et de blessures et autres, il y avait du remontant dans le tonneau et c'était les cantinières qui allaient sur les champs de bataille remonter le moral des hommes, voilà, avec un peu de gnôle. Et cette chanson donc a inspiré ce joaillier qui a commandé à l'atelier Péry en septembre 1939 une vingtaine de petits personnages comme ça. Et en novembre, la guerre a été déclarée et il n'y a pas eu d'autres cantinières de fabriquer, si ce n'est à côté une cousine germaine que j'ai trouvée par hasard et j'avais eu la chance de voir le dessin préparatoire de la cantinière qui est la propriété de ce dessin est la propriété de Madame Péry. Et à côté de la cantinière La Madelon, vous avez une autre dans le même esprit avec un chapeau différent qui serait anglaise, on ne sait pas trop, mais qui n'a pas été tirée, elle, du tout. C'était une commande de la cloche, mais c'était probablement un prototype. Ok. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'elles ont ce bouquet de fleurs et elles sont. Combien d'éditions vous pensez qu'il y a eu? 20 pour la Madelon, 20. D'accord. Parce que en même temps, quand vous nous parliez des artisans qui étaient pas connus, c'était des illustres artisans de l'ombre, vous avez dû faire une sorte de travail de recherche sur les poinçons de maître, sur tout ça. Ça demande sacrément. Comment vous faites dans ces cas-là quand vous avez un objet où. Alors, quand c'est écrit VCA et toutes les marques, ok, c'est super simple parce qu'ils ont. C'est écrit assez gros, souvent il y a des plaques et des choses comme ça. Mais quand vous êtes face à un artisan qui a fait une broche avec juste son poinçon, quelle est votre manière de voir les choses? Alors déjà, normalement, je ne collectionne que ce qui est signé, donc ça me simplifie le travail. Ok, oui, parce que sinon il peut être vaste. Vous finissez à la bibliothèque à analyser tous les poinçons. Voilà, et puis le fait que ça soit sous-traité dans un atelier pour une grande maison, il y a un service qualité, il y a une façon qui est excellente. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, j'ai éliminé ainsi des bijoux animaliers qui auraient été moyens, qui n'avaient pas de personnalité. Ok, ou... pareil, Voilà. vous avez cadré la collection et fait en sorte qu'elle réponde à certains critères qui est pas seulement dans le design, qui est dans la fabrication. Oui, tout à fait. C'est ça aussi. C'est ce qui fait que la collection a une grande qualité. Ben, on voit bien les marques, on reconnaît, oh, pas systématiquement, mais enfin, on sent l'atelier qui est derrière, et les artisans, et l'esprit de la maison aussi. Oui, c'est ça. Et puis les périodes. Oui, les périodes aussi, On oui, trouve oui. moi, il me semble que certaines périodes, on est très dans les années 50, on peut être très vite dans les années 70, on passe vers une autre période où on sent que là, on joue avec un peu d'humour, un peu de poésie, avec beaucoup de réalisme aussi. Il y a des proportions qui sont différentes, comme c'est celles qui sont chez Cartier ou les têtes d'éléphant, elles ont des lignes plus grosses et d'autres restent très comme des pins, c'est-à-dire elles sont petites. Oui, oui, il y a des tout petits aussi, oui. C'est d'une grande variété et d'ailleurs, chez Van Cleef par exemple, il y a des oiseaux je trouve qu'ils ne devraient pas être là.
C'est-à-dire pas fait par eux ou Ben si, pas dans votre si, collection? si. Ben, Ou les deux? non, non, mais il y a des oiseaux qui ressemblent aux oiseaux Oh, ok. de Boucheron ou de Hermès, Hermès. qui ont été faits par des artisans pour la maison Van Cleef. Il y a, D'accord, je comprends ce que vous voulez qui dire. sont trop réalistes par rapport à ce qui a été fait pour la Ils sont pas plupart des bijoux. dans la ligne Non, artistique. voilà, c'est pas Exact, le parce que même esprit. voilà, quand Mais on il n'y en a voit pas beaucoup quand même. d'accord. Oui, c'est un peu la pièce d'exception. Quand vous la montrez, on voit bien que c'est exact. Elle n'a pas les codes du chat, elle n'a pas les codes de Léo le lion ou de ces personnages. Moi, j'aime bien ce personnage que vous avez qui est l'épouvantail. Je l'ai vu porter plusieurs fois, alors avec des pierres différentes, pas toujours. Je le trouve assez beau. Vous savez, je trouve que la collection de personnages que vous avez, issus de ces grandes maisons, a une grande qualité, une richesse, un travail qui Et est une originalité quand une même. originalité, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, on regarde et il y a quelque chose de très présent et très précieux dans ces personnages-là, même si vous ne... Il n'y en a pas beaucoup. Hein, Non, ben non, mais ils sont... Et alors, pour autant, vous avez moins le côté floral Ah non, du tout. non, là il y en a Oui, un parce que je l'aime j'en vois beaucoup. deux, donc... Je l'aime beaucoup, mais là ça forme un cœur. Alors bon, on peut penser que c'est Ah oui, animal, j'avais quoi. pas vu que ça formait un cœur. C'est Chaumet, oui. D'accord. Et malheureusement, Chaumet, il n'y a pas beaucoup de pièces de Chaumet qui représentent des animaux. Oui, ça veut dire qu'ils étaient dans un autre graphisme. Oui, ils faisaient autre chose, je sais pas. C'était pas leur truc. Et vous, Voilà. quelle est bon, vous avez mis vos bijoux sur le blog, vous allez peut-être, vous aurez le temps de faire bientôt un livre. Qu'est-ce que vous aimeriez avec cette collection? Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette collection comme ça? Ben, c'est pour aider les gens qui auraient la même passion que moi, en leur montrant ce qu'ils peuvent trouver. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y a pas de répertoire, il y a rien. Non. J'ai une manie depuis 10 ans, c'est de récupérer, quand je peux, des catalogues anciens de ces grandes maisons qui présentaient la collection de l'année qui allait venir en novembre, décembre, et qui distribuaient à leurs clients. C'est intéressant parce que ça permet de dater. Ok. Quand vous voyez un bijou sur un catalogue, c'est qu'ils le mettent en avant et c'est la production de l'année qui vient. Ça, c'est intéressant, mais c'est des documents qu'on ne trouve plus. Ils sont classés dans les bibliothèques à la rubrique éphémère, c'est-à-dire des choses qui étaient faites pour être jetées une fois que l'année était passée, ça n'avait plus de raison d'être. Et c'est pourtant très précieux, en tous les cas pour moi, parce que vous avez des détails qui permettent de voir s'il n'y a pas des manques. Vous voyez, ici, là, il y a l'oiseau boucheron éventail. J'ai vu dernièrement, il manquait une des petites feuilles sur la branche. Comme elle était fine, elle s'est peut-être cassée. Voilà, il y a des accidents, il y a des manques, et ça permet de vérifier si on est bien dans la norme, si on n'a pas quelque chose qui n'est pas complet. Là, ici, là, vous avez une canne. Au bout de la canne, normalement, il y a un pommeau. Ben, là, il n'y est pas. D'accord, c'est la canne du canard avec son Voilà, chapeau roux voilà, de forme. voilà. Il y a aussi une chose, moi, et pourtant je ne suis pas du tout sensible aux insectes. J'ai une amie, Aurélie, qui adore, elle, les insectes, et qui m'en envoie en bijouterie, parce qu'elle collectionne en bijouterie les insectes. Et je trouve qu'il y a une exactitude j'allais dire de ressemblance, de vraisemblance. Je sais Dans pas le quel est le détail, mot. oui, oui, oui. Et je ne sais pas quel est le mot qui est le plus adéquat, mais pour les insectes, c'est-à-dire que quand vous avez des cigales, des abeilles, des choses comme ça, même dans la couleur, les pierres sont trouvées pour être presque en adéquation Oui, oui. avec la couleur, la forme. Je suis assez épatée de ce travail-là. Là, vous avez
Moi, je suis très fier d'avoir trouvé cet objet qui est en vermeil, enfin un peu C'est un dévermeillé. criquet, on aurait dit un criquet. C'est un grillon Ah, qui est en train de striluler. Il est en train de frotter ses deux élytres l'une contre l'autre, comme un archer, sur une corde. Et il a la position, mais absolument exacte du grillon lorsqu'il chante. et il a une grandeur impressionnante parce que c'est l'équivalent de deux phalanges. Quand Oui, on mais voit comme ça. il a la taille du grillon, là. Ah Hein. oui, oui, Ah tout oui, à oui, fait. oui. Il a une vraisemblance assez incroyable. Et c'est pour ça que c'est assez surprenant dans certains types d'oiseaux, d'insectes, la vraisemblance qu'il y a, qui n'existe pas dans d'autres thématiques, ou qui est même un petit peu, où l'animal est un petit peu, comment j'allais dire, presque pas déformé, mais Caricaturé. voilà, merci, caricaturé, ou qui a une autre, qui a un côté cartoon, comme vous disiez, dans ce genre de choses. Est-ce que vous avez des gens qui vous envoient leur broche en demandant à ce que vous puissiez soit l'identifier, soit vous la prêter, vous la montrer pour qu'elle appartienne un petit peu aussi à votre collection? Ah ben si je ne l'ai pas sur mon site, je serais ravi d'en avoir d'autres. Il y en a plus de 300 maintenant. Mais j'ai encore beaucoup de travail si je veux arriver à remplir le... Arriver... C'est un peu... Vous savez, je crois que le collectionneur, il y a deux sortes de collectionneurs. Il y a celui qui cherche la pièce la plus magnifique et qui est prêt à vendre 5 bijoux pour en acheter un seul. Et puis il y a celui qui veut la quantité, il veut remplir les cases comme quand on était enfant, on remplissait les cases pour les timbres ou les images qu'on avait dans Et avoir les... la plus grande collection. Voilà. Alors il y a tout ça qui fait qu'on peut s'intéresser à des choses formidables, les pièces uniques. Mais les pièces uniques, c'est pas trop celles que je cherche, d'abord parce qu'elles sont inaccessibles. Et puis c'est plutôt la série et pour montrer aux gens que à l'époque où ils ont trouvé une pièce des années 70, eh ben, il y avait d'autres bijoux qui ont été produits et qui puissent, si ça les intéresse, les chercher. Ce qui est chouette avec les collections et les collectionneurs, c'est qu'on rentre dans un autre monde. C'est On que me- pour les commissaires-priseurs, c'est une clientèle formidable. oui, bien Mais oui, sûr. mais oui. Mais vous avez eu c'est étrange parce que vous avez été commissaire-priseur et maintenant vous êtes collectionneur. J'ai collectionné pratiquement rien quand j'étais commissaire-priseur, si ce n'est les ojimés, mais c'était des petites choses japonaises, toutes petites comme des perles. C'est un hasard, voilà. Mais sinon, j'étais intéressé par tous les objets qui m'intriguaient, que je ne connaissais pas, et le fait de les posséder, ça me permettait de les étudier, de les regarder, de les comprendre. Et voilà, j'ai jamais vraiment collectionné, accumulé comme je fais maintenant. Je me retrouve dans la position de celui qui a le cœur qui va dans C'est une chouette. vente et qui, ah, il me le faut, il me le faut, il me le faut, parce que, voilà. Et alors, ce qui est assez chouette aussi, c'est que je trouve, vous êtes extrêmement curieux parce que vous allez encore à Drouot, vous allez encore chercher voilà, avoir le cœur qui chavire parce qu'il y a des nouvelles pièces qui arrivent. Et puis moi, je trouve que à l'heure actuelle, heureusement que Drouot est là parce que on voit des collections des collections de choses extrêmement différentes et que l'on ne verra pas dans les musées parce que les musées n'ont pas cette vocation, entre guillemets, malheureusement, mais il y a à Drouot, c'est un musée de collectionneurs. C'est vrai que il y a des ventes qui sont des ventes de collection où on voit la personnalité, on voit ce qui a été vraiment qui a été l'attention de toute une vie pour un collectionneur et c'est intéressant.
c'est vrai que chacun voit à sa manière les objets. Et Drouot est un lieu magique, hein, c'est vraiment... moi, je... Bon, enfin, il ne faut pas que j'y aille trop parce qu'on a trop de il faut que tentations. personne n'y aille trop parce qu'on a après la bourse qui s'allège de trop. Et alors, je voulais raconter aussi une anecdote. Quand la première fois que je vous ai vu, c'était pas la conférence, c'était lors d'un salon, un salon cocktail, je crois, quelque chose comme ça. Et je vous ai approché en vous disant, oh là là, j'aime beaucoup quand les hommes portent des bijoux. Et vous avez deux belles broches. Et ne vous inquiétez pas, je vais me rapprocher de vous, mais je voudrais les voir de plus près. Oui, ben, quand je vais... oui, je porte de temps en temps sur le revers de mon costume une chouette avec un petit point d'interrogation en diamant. Mais le point d'interrogation, c'est pas animalier, c'est un souvenir, c'est autre chose. Mais la chouette, d'abord c'est une chouette d'Hermès, mais elle n'est pas signée. Donc je prends moins de risques à me balader dans le métro avec ça à la boutonnière que si elle était signée. Mais c'est un modèle d'Hermès. Et justement, c'est intéressant d'avoir des bijoux. Et je vous ai dit que j'avais deux collections. J'ai autant de plaisir d'avoir celle dans la vitrine que celle qui est en photo, qui est plus complète, parce que ça me sert lorsque vous avez ce chien, par exemple, boucheron, qui tire une langue, on ne voit pas bien. Avec ses yeux turquoise. Voilà, qui est en fil d'or. Eh bien, j'en ai trouvé une autre qu'on m'a confiée, j'ai regardé, j'ai étudié et j'ai découvert que la langue n'y était pas non plus. Il y a une espèce de partie métallique qui sort sous le museau, mais il y a un petit creux et il y avait des traces rouges dedans. Et j'ai gratté et c'était de la cire à cacheter. Ah oui, comme on fait les paquets. Ben voilà, plutôt que de mettre de l'émail, oui. ils ont mis de la cire à cacheter. Alors je sais pas, parce que j'en ai vu pas beaucoup, mais toutes celles que j'ai vues n'avaient soit pas de langue du tout, soit la langue sans couleur. Et il y en a qu'une que j'ai trouvée avec des traces de rouge qui était en cire à cacheter. Alors est-ce que à l'origine c'était de la cire qu'il y avait là? Ça m'a surpris un peu, mais comme j'en ai jamais vu, sur 3 ou 4 que j'ai eu entre les mains, j'ai jamais vu ce qu'il y avait sur la langue. Donc je pense que c'est ça. Et ça permet de comparer, vous regardez les poinçons aussi. Les poinçons sont quelquefois pas très lisibles parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface pour les poser. Ah oui, c'est sûr, c'est tellement petit. Et quand vous avez deux objets identiques, vous les mettez côte à côte et vous regardez. Et si le poinçon n'a pas été posé de la même manière, vous avez la moitié du poinçon sur l'un et l'autre moitié sur l'autre. Et vous arrivez à savoir quelles sont les initiales du joaillier en comparant. Et donc c'est un outil de travail, cette collection. Ça me permet de vérifier, de savoir le nombre de plumes qu'a cet oiseau, s'il n'en manque pas une, ou voilà. Assez extraordinaire. Merci beaucoup, Hervé Chassaing, de m'avoir présenté en aparté cette collection. Moi, je retombe en amour des beaux objets et de la belle fabrication. Parce que vraiment, je sais que la broche est en perte là depuis quelques années, mais là, quand on voit tout ce qui a été fait, c'est magnifique. Et c'est assez extraordinaire aussi le travail que vous faites, qui autour de ces objets, de ces maisons, de ces matières, de ces petits personnages, de ces oiseaux, de ces insectes. C'est vaste. Et heureusement, c'est ça l'intérêt. Et c'est pas simple. C'est pas très simple parce qu'il y a des poinçons usés, il y a des copies, il y a quelquefois des faux, des signatures, on se demande comment elles ont atterri là. Voilà, c'est tout. Et je suis ravi, moi, de pouvoir aider les gens qui s'intéressent à cette spécialité en leur donnant des tuyaux, parce que c'est ma passion.
On va finir sur la passion parce que c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup.